petit hameçon recouvert de plumes et de poils savamment lancé pour qu'il se pose en douceur sur la surface de l'eau. Une truite rompt la pellicule superficielle, apparaissant quelques instants dans le monde aérien et attrape la petite imitation. Un ferrage foudroyant. La grande tromperie s'est accomplie. Un animal sauvage, dominé par l'instinct, agressif en même temps que craintif, est tombé dans le plus sournois des pièges. Ce n'était pas un petit ver enfilé sur un crochet perfide, mais l'imitation d'une créature vivante et délicate, éthérée et vivace, un insecte, en l'occurrence un éphémère. Il s'agit en fait de la pêche à la mouche, le système de pêche le plus palpitant, le plus raffiné qui soit. Pas uniquement une manière de prendre des poissons, mais presque une petite philosophie. Et pourtant, contrairement à ce qu'on lit et ce qu'on entend souvent à ce sujet, cette technique n'a rien de difficile et n'est pas l'apanage de quelques rares pêcheurs ou entomologistes. La pêche à la mouche renferme dans sa complexité le plus simple des secrets, esprit d'observation, passion et une touche d'application méticuleuse. N'est-ce point là, au fond, le secret de tout pêcheur? Rien de transcendantal, donc. Mais pourquoi fabriquer des mouches? Pourquoi ne pas utiliser celles tout à fait valables qui sont en vente dans le commerce? Eh bien, pour deux raisons fondamentales. Le plaisir de les fabriquer et celui de sentir entièrement sien le mérite de chaque prise. Ce cours de brève durée veut offrir un panorama autant que possible complet des techniques de base pour la construction et du matériel de base. Nous voulons y privilégier la fabrication de mouches sèches. En effet, la sèche contient en soi toutes les solutions possibles de montage. Elle a toujours été le point de départ d'idées innovatrices. Des mouches classiques aux deux veaux, des parachutes aux no-hackles, des nymphes flottantes aux émergentes. Voici la table de montage encombrée d'objets. L'étau et les différents instruments, porte-bobines, pincettes, ciseaux, finisseurs de nœuds. Puis, les fils de montage de toutes les couleurs et de différentes sections. Voici les coups de coque, véritables piliers de la construction. Et puis il y a aussi des poils d'animaux, du cerf à l'écureuil, et des plumes de bécasse et de paon. Des fibres artificielles ou végétales, ainsi que du faisan doré ou du condor. Et pour terminer les cols, et bien entendu l'élément central, l'hameçon. Au fur et à mesure que l'occasion s'en présentera, nous ferons la connaissance de ces différents outils ou matériaux. March brown américaine, pheasant tail, thorax, iris. Ces 4 mouches comprennent la plupart des éléments que nous serons amenés à connaître au cours de notre progression. Nous apprendrons leurs noms et la manière de les utiliser. Chaque mouche commence naturellement par l'hameçon, qui doit être solidement maintenu entre les morts de l'étau et doit donc être horizontal ou mieux encore, légèrement incliné vers le haut. Voici le porte-bobine qui sert à maintenir le fil tendu tout au long de l'opération. Pour commencer, nous prenons le porte-bobine dans la main droite tout en gardant l'extrémité libre dans la main gauche. Nous le posons sur la hampe de l'hameçon au 2e tiers environ et tout en maintenant le fil bien tendu, nous commençons à l'enrouler en spire croisée de manière à recouvrir la partie du fil que nous tenons dans la main gauche. Une condition fondamentale, le fil doit rester constamment sous tension. Nous continuons l'enroulement. Une fois le fil bloqué, nous pourrons couper la partie superflue. Maintenant, nous avançons, spire après spire, jusqu'à la courbure de l'hameçon.
Le matériau le plus utilisé pour la construction des queues n'est autre que les fibres tirées des plumes du cou de coq. Il faut avoir recours à des plumes très grandes, de façon que les fibres soient aussi longues que possible, rigides et élastiques en même temps. Nous en arrachons quelques-unes et nous les mesurons. Les queues doivent être à peu près de la même longueur que la tige de l'hameçon. Nous les mettons sur l'hameçon et nous commençons à les fixer en tenant le tout bien fermement. Les doigts serrent l'hameçon, les fibres et le fil. 2 tours encore et les queues sont fixées. Encore quelques tours par précaution, puis nous pourrons couper l'excédent. Ces queues sont montées en touffe et présentent l'avantage d'une extrême robustesse. Il y a un autre système pour le montage des queues. On peut former un petit renflement à l'extrémité de la tige de l'hameçon avec le fil de montage. Il suffit de passer et de repasser le fil un certain nombre de fois sur le même point, de manière à former ce renflement qui servira à ouvrir la queue en éventail. Nous prenons une petite touffe de fibres de plumes de coq, nous les plaçons sur l'hameçon et nous les fixons. Ensuite, nous revenons avec le fil contre le renflement que nous avons formé précédemment. Serrées entre le dernier tour de fil et cette petite protubérance, les fibres s'ouvriront en éventail. L'avantage de ce système par rapport au précédent, c'est qu'il présente une surface d'appui sur l'eau nettement plus grande. Voici une autre méthode pour le montage des queues, ouverte celle-ci aussi, en éventail. On place les fibres sur l'hameçon, on fixe avec le système habituel, en effectuant un seul tour, puis tout en gardant le fil très tendu, on le fait passer sous la queue, entre les fibres et l'hameçon. Une autre spire par-dessus et la queue commence à s'ouvrir. Ce système offre un gros avantage. Les queues resteront ouvertes, mais la quantité de matériel utilisé est nettement inférieure à celle qui est utilisée dans le cas précédent. Le corps de la mouche est donc beaucoup plus mince. Un quatrième système, les queues ouvertes en V. On commence par passer un léger voile de cire solide sur le fil de montage. Puis on prend une pincée du matériau qui servira à réaliser le corps. En l'occurrence, du polypropylène, une fibre synthétique très utilisée dans la fabrication des mouches. Il suffit d'une petite touffe que l'on met sur le fil de manière à bien le recouvrir. Ensuite, on forme le même petit renflement qu'on avait fait avec le fil de montage, mais cette fois avec en plus le polypropylène. On détache là aussi une touffe de fibres de coq. On les mesure. Et on commence à les fixer sur la tige de l'hameçon. Puis, de la main gauche, on répartit les fibres en 2 touffes en se servant de la petite boule de propy pour les garder séparées.
Les queues ainsi réalisées aident généralement à maintenir les mouches sur la surface de l'eau et reproduisent assez bien les cercles d'un éphémère. Mais toutes les queues de mouches n'ont pas les caractéristiques imitatives ou de soutien. Elles peuvent avoir par exemple une fonction d'attraction comme dans le cas de la red tag. Pour cette dernière, on utilisera une petite touffe de matériaux synthétiques ou de laine ou d'autres fibres animales teintes en rouge. Nous fixerons la petite queue de la manière habituelle en la fixant solidement par quelques tours de fil. Puis, avec les ciseaux, nous la dimensionnerons et en couperons la partie excédente. La manière la plus simple pour construire le corps d'une mouche, c'est d'utiliser les fibres de plumes d'oiseaux. Dans ce cas, les grandes plumes de la queue du paon. Nous prenons 2 ou 3 fibres, nous les mettons sur l'hameçon et nous les fixons tout de suite contre la queue. Quelques tours de sécurité, puis nous coupons le surplus et nous ramenons le fil, toujours en l'enroulant, vers l'œillet, au point précis où nous voulons que se termine le corps. Après quoi, nous tordons les fibres comme pour en former un petit cordon compact. Nous les enroulons sur la tige de l'hameçon, toujours en spire serré. De cette façon. Comme vous le voyez, le corps de la mouche commence à se former. Encore 2 tours. Ensuite, nous passons le fil sous les fibres en changeant de main pour plus de facilité et nous les bloquons. Nous coupons l'excédent et le corps de la mouche est terminé. Pheasant tail, littéralement queue de faisan. Et c'est en fait avec les fibres de la queue du faisan que l'on fabrique cette mouche classique. Nous en détachons 5 ou 6 qui constitueront aussi bien la queue que le corps de la mouche. Après avoir pris les mesures de la queue, nous posons les fibres sur l'hameçon et nous les bloquons. Toujours en serrant bien le tout, hameçon, fibre et fil. Encore quelques tours. Et voilà. Puis, nous coupons quelques-unes de ces fibres pour éviter que le corps de la mouche ne devienne trop gros. Nous ramenons en arrière celles qui restent et nous les fixons. Le corps de cette mouche est enrichi de rayures formées par un fil métallique doré très fin, le tinsel. Dans ce cas, il est rond, mais il peut également être plat. Nous en prenons quelques centimètres et nous l'appliquons entre le fil de montage et la tige de l'hameçon. Quelques tours de fil. Et nous coupons le surplus. Voici les pincettes tourne-plume ou tourne-hackles. Elles servent à tenir solidement les matériaux que l'on entoure sur la tige de l'hameçon. Nous prenons les fibres de faisan avec notre pincette
Et nous commençons à les enrouler en spires bien serrées tout en les tordant. Les pincettes, que l'on peut lâcher à n'importe quel moment, maintiendront par leur poids les matériaux bien tendus, évitant ainsi que le travail déjà accompli ne se défasse. Nous passons le fil sous les fibres et avec quelques tours, nous bloquons le tout. Nous coupons le matériau en excédent et nous répétons l'opération avec le tinsel, mais cette fois en l'enroulant en spire bien large et dans le sens contraire à l'enroulement principal. Cela servira à donner une plus grande robustesse au corps de la mouche. Nous fixons le tinsel et nous le coupons. Pour fabriquer la collerette d'une mouche, il faut utiliser une ou plusieurs plumes de coq, les hackles, comme les appellent les Anglais, que l'on choisira aussi longues et aussi fines que possible, et dont les fibres devront avoir une longueur légèrement supérieure à l'ouverture de l'hameçon. Pour la pheasant tail, nous aurons besoin de 2 plumes, une rouge et une grise, que nous entremêlerons. Avant de les utiliser, il faudra les débarrasser de toutes ces fibres qui se trouvent à la base de la plume et qui, outre leur longueur excessive, sont couvertes de duvet et par conséquent susceptibles de retenir l'eau. On procède au nettoyage en arrachant les fibres superflues. Les plumes devront être montées en opposition. De cette façon. Posez de côté sur l'hameçon et tournez vers l'arrière pour permettre le cerclage du corps, de la fin de celui-ci jusqu'à l'œillet de l'hameçon. On les fixe. On coupe l'excédent. Et maintenant, à l'aide de la pincette Turn Hackles, on les enroule une par une. On commence par la plus extérieure, une spire après l'autre, en faisant des spires plutôt jointives. En les enroulant de côté, comme vous le voyez, on finira par former une espèce de couronne autour de l'hameçon, couronne qui permettra à la mouche de flotter sur l'eau. On bloque la première plume avec quelques tours de fil, tout contre l'œillet, et l'on coupe la partie en excédent. On procédera à la même opération avec la seconde plume qui, en s'enroulant, devra se placer dans les espaces laissés libres sur la tige de l'hameçon par la première plume, de façon à former une collerette uniforme et compacte. On bloque la seconde plume et on coupe le surplus. Maintenant, la mouche est terminée. Il ne reste plus qu'à la bloquer, ce que nous ferons en utilisant le finisseur de nœuds ou whip finish. Nous voyons ici 2 types de whip finish. L'un conique et l'autre à ressort. Le type conique a la particularité de repousser vers l'arrière toutes les fibres, ce qui nous permet de former la tête de la mouche. Comme vous le voyez, son fonctionnement est très simple. On peut même le substituer par une pointe bic vidée de son intérieur. Voyons maintenant comment utiliser le whip finish à ressort. On prend le fil avec les 2 crochets dont il est muni
et on tourne pendant que la main gauche qui tient le porte-bobine dispose le fil parallèlement au plan de travail. On approche le fil de la tête de la mouche et on tourne le porte-bobine tout en enroulant le fil sur l'hameçon. Puis on libère les deux crochets l'un après l'autre tout en tirant le fil de montage. Revoyons cela. Ensuite, on coupe le fil. La mouche est terminée. Juste quelques petites retouches. Il y a une autre façon de fabriquer le corps d'une mouche en utilisant le tuyau, c'est-à-dire la partie centrale d'une plume de coq. Le tuyau, que les Anglais appellent quill, doit être débarrassé de toutes les fibres qui forment la plume à proprement parler. Il a l'aspect d'un cône très long et très étroit, très fin à la pointe et large à la base. Après en avoir dénudé une longueur que nous jugerons suffisante, juste quelques centimètres, nous en couperons aussi bien la pointe que la base. On fixe le quill de son côté le plus fin, celui de la pointe de la plume, afin que le corps de la mouche acquiert une plus grande conicité. Et pour cela, à l'aide du fil de montage, on créera un renflement vers le thorax de la mouche. Une fois l'opération terminée, on utilisera la pincette pour enrouler le quill en spire jointive sur toute la longueur du corps. Un détail important. Lorsque le cou de coq n'a pas été bien conservé, le tuyau des plumes les plus grandes, celles que nous utilisons dans ce cas, pourrait avoir perdu son élasticité naturelle et, une fois enroulé sur un corps aussi mince, il pourrait se casser. Quoi qu'il en soit, dans le choix des coups que l'on vend dans le commerce, il vaut mieux opter, pour cette opération, pour ceux qui ont des plumes à la structure plus souple. Le quill de coq imite parfaitement bien les anneaux abdominaux de l'éphémère. Mais les corps plus lanugineux attirent sans doute plus facilement les poissons. Nous terminons maintenant l'enroulement. Quelques spires de fil de montage pour le fixer, comme ceci, encore quelques tours pour plus de sûreté. Nous coupons l'excédent et le corps de la mouche est terminé. Aucun matériau ne s'est attiré autant la faveur des constructeurs de mouches artificielles au cours de ces dernières années que le polypropylène. C'est ce duvet synthétique que nous nous apprêtons à disposer sur le fil à l'aide d'un peu de cire solide. Il est facile à manipuler. Il est constitué de fibres très fines et plus ou moins longues. Il est compressible ou peut être monté très vaporeux. Il flotte suffisamment bien et il suffit, lorsqu'il est trempé, de quelques faux lancers pour le sécher parfaitement. En outre, on le trouve dans le commerce dans une incroyable variété de nuances. Et comme vous pouvez le voir, l'application en est très rapide. Encore quelques tours, quelques petites retouches, et le corps en poli est terminé. Chaque constructeur a ses mouches favorites et ses méthodes de montage préférées. Pour ce qui est des queues de mouches d'imitation, je préfère personnellement utiliser la méthode que vous voyez là et que j'ai déjà décrite en ouverture. Elle permet d'obtenir des queues ouvertes sans alourdir la silhouette du corps par un excès de matériaux.
Le petit corps que nous allons vous faire voir est là aussi un corps en quille. Nous utiliserons cette fois-ci le pan, ou plus précisément une barbe de l'œil des grandes plumes de cet oiseau. Il est important de la prélever dans la zone de l'œil en question, car c'est là que nous trouverons le quille le plus large et le plus résistant. Il s'agit dans notre cas d'une plume teinte en jaune. À l'état naturel, le petit tuyau apparaît rougeâtre ou marron. L'arrachage de la barbe des plumes de pan n'est pas chose facile. Pour ce faire, nous utiliserons une gomme à effacer comme celle des machines à écrire. Sa rugosité et sa rigidité permettront d'arracher les petites barbules qui recouvrent le quille. Nous effectuerons l'opération aussi bien d'un côté que de l'autre. Quelques résidus sont tolérables à la condition qu'une fois le montage terminé, ils ne nuisent pas à l'aspect général du corps. Quand on aura obtenu le segment de la longueur désirée, nous couperons la partie terminale de la barbe et nous la disposerons sur l'hameçon. Nous la fixerons comme s'il s'agissait d'un matériau pour effectuer les rayures. Comme ceci. Ensuite, pour donner au corps une forme conique, il faudra ajouter du matériau sur le fil de montage et effectuer l'opération d'enroulement habituelle. Dans ce cas-ci, nous utiliserons du polypropylène, c'est plus pratique. Mais on peut obtenir le même effet avec des enroulements successifs du fil même de montage ou avec n'importe quel autre matériau de dubbing. Une fois terminée l'opération préliminaire, nous pourrons commencer l'enroulement du quille à l'aide de la pincette habituelle. Il faudra faire attention durant cette phase à bien obtenir des spires contiguës en évitant qu'elles se superposent, ce qui compromettrait l'aspect du corps, car la nuance naturellement sombre du bord du quille reproduit de façon impressionnante les anneaux abdominaux de l'éphémère. Les corps construits de la sorte offrent l'incontestable avantage de la ressemblance. Toutefois, nombre de constructeurs préfèrent utiliser des matériaux plus vaporeux qui, sur l'eau, laissent fluctuer les petits résidus dont ils sont formés, donnant, si l'on peut dire, plus de vie à l'artificiel. Encore quelques tours. L'habituel coup de ciseau pour sectionner le matériau en excédent. Et le corps est terminé. Nous allons faire la connaissance maintenant d'un matériau au nom suggestif, le coq-pardot ou coq de Léon. Les plumes de cet oiseau présentent sur leur partie terminale des fibres particulièrement fines, translucides, aux splendides nuances. Nous en utiliserons pour construire la petite queue d'une émergente, à savoir l'insecte au stade qui précède immédiatement l'éclosion. Nous les monterons en veillant à ce qu'elles soient moins longues que d'habitude et légèrement retournées vers le bas. Pour obtenir cet effet, il suffit, une fois que les fibres sont fixées, d'enrouler le fil de montage au-delà du début de la courbure de l'hameçon. Et après avoir coupé l'excédent, nous pourrons commencer la fabrication du corps à rayures. Nous utiliserons pour ce faire un grand morceau de fil de montage normal, de couleur jaune brillant, et de section plutôt grande. Nous le fixerons sur l'hameçon et nous effectuerons le travail avec ce fil. Mais nous n'interromprons pas notre travail pour appliquer d'autres matériaux. En effet, nous construirons le corps de la mouche avec ce même fil, en le passant et le repassant d'avant en arrière et vice-versa sur les mêmes points. En prenant soin toutefois de bien accentuer la conicité de notre petite imitation.
Ce procédé rapide et efficace nous permettra de reproduire des silhouettes pratiquement parfaites. C'est là une solution idéale, surtout quand il s'agit de mouches construites sur des hameçons tout petits et en particulier pour les imitations de petites émergentes ou larves. Une fois le corps terminé, nous procéderons à l'aide de la pincette à la reproduction des rayures, en nous servant du fil jaune que nous avions bloqué auparavant. Nous formerons des spires larges et équidistantes en progressant dans le sens contraire à l'enroulement principal. Quelques spires de blocage. Après quoi, le coup de ciseau habituel élimine l'excédent et l'opération est achevée. La mouche que nous allons examiner maintenant est entièrement fabriquée en poils de lièvre. La Gold Ribbed Hair Ear, GRHE, comme on l'appelle communément, reproduit une nymphe émergente d'un éphémère de la famille des Bétidés. La queue de la mouche est constituée de poils provenant de la base des oreilles de lièvre. Bien débarrassée du duvet souple dont est couvert l'animal, elle a pour but de reproduire la dépouille nymphale de l'insecte dont le petit éphémère est en train de se libérer, quelques instants avant de passer au stade de subimago et de commencer son bref cycle de vie à l'air libre. Après avoir fixé la queue par quelques spires serrées de fil de montage, nous appliquons l'habituel tinsel doré qui figurera les rayures de la mouche, lui donnant des lueurs de diaphanéité qui attireront plus facilement nos amis à nageoires. Il est indispensable de bien cirer le fil de montage avant d'y appliquer le poil de lièvre. Le matériau nécessaire pour le corps devra être prélevé des oreilles de lièvre. Soit dit en passant, le nom anglais signifie littéralement « oreille de lièvre rayée d'or ». Les fibres que nous obtiendrons après le rasage sont courtes et rigides, mais elles gardent tout de même une bonne capacité de cohésion entre elles. Toutefois, pour augmenter la consistance du matériau à traiter, il est préférable d'ajouter au poil d'oreille une petite quantité de duvet dont la souplesse et la ténuité favoriseront notre dubbing et faciliteront son application sur le fil de montage. Le duvet a pour caractéristique naturelle de retenir l'eau, mais puisque dans le cas présent, il s'agit d'une mouche à faire travailler juste sous la superficie de l'eau, cet inconvénient ne crée pas de gros problèmes au pêcheur. Il peut même lui être utile. Quoi qu'il en soit, il faudra, lorsqu'on disposera le poil sur le fil, qu'il soit bien compact et légèrement plus abondant qu'en règle générale. Je sais par expérience personnelle que cette imitation spécifique crée une sorte de confusion qui, aussi étrange que cela puisse paraître, rend la mouche plus attractive aux yeux de la truite. Est-ce à dire que plus la mouche est laide, plus elle attire? Non, naturellement, il y a des limites à tout. Il ne faut donc pas exagérer l'enlaidissement. En d'autres mots, et qu'on s'en souvienne une fois pour toutes, une mouche peut ne pas être très belle, mais ne doit jamais être difforme. Il en va entre autres de l'orgueil personnel du constructeur. Effectuons donc les rayures selon le système habituel. Dans ce cas aussi, il est important que les spires soient larges et équidistantes les unes des autres et que le tinsel soit bien serré sur le corps de la mouche. Il est fondamental en outre qu'il soit solidement bloqué avec le fil de montage, car sous les coups de dents de la truite, le rayage est, à n'en pas douter, le premier élément qui risque de se défaire. Il ne reste plus qu'à parachever l'ouvrage avec les quelques retouches habituelles.
La collerette de cette mouche est, elle aussi, formée de poils de lièvre, poils qu'il faut choisir parmi les plus longs et les plus rigides. Nous en arracherons quelques petites touffes que nous mélangerons avec une pincée de ceux qui ont servi à construire le corps et nous appliquerons le tout sur le fil de montage à l'aide de la cire habituelle. Si nécessaire, nous ajouterons davantage de poils à ce mélange, toujours des fibres longues et rigides, et nous l'enroulerons autour de l'hameçon en spires superposées jusqu'à obtenir un petit bourrelet. Encore quelques tours pour former la petite tête. Et nous terminerons la mouche en utilisant cette fois le finisseur à ressort. Il suffira pour chaque nœud de 2 ou 3 tours de fil. Nous ferons un second nœud par précaution. Voilà. Et pour finir, nous couperons le fil. Ensuite, à l'aide d'une épingle, on extrait quelques fibres de la partie thoracique, les plus longues, elles feront office de pattes. Il suffira de 3 ou 4 coups pour obtenir l'effet désiré. Et voici le résultat final. Ceci est du kapok, une fibre végétale provenant des fruits du capoquier, un arbre tropical de la famille des malvacées. On emploie le kapok pour faire des rembourrages. On peut s'en procurer très facilement, mais on le trouve à l'état naturel, c'est-à-dire de couleur blanchâtre. Il suffit de le teindre en utilisant des teintures courantes pour tissu. L'unique difficulté de l'opération est due à l'une des caractéristiques principales de cet élément. Il est hydrofuge. Cette particularité du kapok, jointe à sa souplesse et à sa translucidité lorsqu'il est mouillé, en font un matériau optimal pour la fabrication de nos mouches. C'est de loin l'un des matériaux qui ont la meilleure flottabilité et le poids spécifique le plus bas. En outre, l'application en est très rapide, à condition d'avoir recours à la cire habituelle, de préférence sous forme liquide. Nous allons maintenant aborder les méthodes de construction des ailes en commençant par celle qui est probablement la plus compliquée, les ailes profilées. Nous utiliserons 2 plumes que nous aurons empruntées à une poule grise. Nous les choisirons parmi les plus droites et les plus larges. Il faudra les débarrasser de ce duvet qui en recouvre la base. La poule fournit un excellent matériel, aussi bien pour les ailes de sèche que pour les collerettes des noyers. Les ailes faites en plumes de poule sont robustes et légères. Bien sûr, une fois mouillées, elles risquent de perdre leur forme originelle, mais il suffit de quelques faux lancers pour les sécher parfaitement. Pour profiler les ailes, nous nous servirons de cet ustensile spécifique. Il suffira d'enfiler la plume dans la pincette, la partie concave tournée vers le bas, et à l'aide de la flamme d'un briquet, on brûlera les fibres qui en dépassent. Nous répéterons la même opération avec la seconde plume en prenant soin de la glisser dans la pincette du côté opposé, c'est-à-dire la partie concave tournée vers nous. Lorsque nous aurons terminé, les 2 plumes auront pris la forme des pincettes qui reproduisent plus ou moins fidèlement celle des ailes d'un éphémère. Il ne reste plus maintenant qu'à les dimensionner. La longueur des ailes d'une mouche devra correspondre environ à la longueur de la tige de l'hameçon. Après avoir pris les mesures, nous débarrasserons les 2 plumes de leurs fibres superflues en les arrachant, comme toujours, dans le sens opposé à leur inclinaison.
Et voici nos deux petites ailes. En les prenant de la main gauche, nous les disposerons sur l'hameçon à l'endroit où se termine le corps et nous les fixerons à l'aide de quelques spires serrées de fil de montage. Nous couperons l'excédent encore quelques tours pour plus de sûreté. Puis, en faisant passer le fil derrière les ailes, nous les soulèverons en leur faisant prendre la position dressée, caractéristique des ailes de Subimago. On terminera la mouche avec un seul hackle que l'on choisira parmi ceux qui ont les fibres bien élastiques. Étant donné qu'il s'agit d'une mouche très imitative, il suffira de quelques tours de hackle, juste ce qu'il faut pour maintenir la mouche sur l'eau sans en alourdir la silhouette par un excès de matériaux. Nous la bloquons aussi bien derrière que devant les ailes. Nous coupons la partie en excédent et nous commençons à l'enrouler. Nous n'effectuerons que 2 tours immédiatement derrière les ailes et 2 autres sur la partie antérieure de la mouche. Encore un. Puis nous bloquons le hackle avec quelques tours de fil. Nous coupons le surplus et nous fermons la mouche. Nous nous servirons d'abord du finisseur de nœud conique pour repousser les fibres qui encombrent la tête de la mouche. Un autre nœud. Puis, par précaution, nous consolidons le tout par un autre nœud en nous servant du whip finish à ressort. Et pour finir, nous coupons le fil de montage. La mouche est terminée. Pour les ailes de la March Brown américaine, la fameuse mouche classique, nous utiliserons des fibres d'une plume de canard mandarin ou mieux de son substitut. Il s'agit en réalité d'une plume de sarcelle teinte en jaune. Après en avoir nettoyé la base, nous coupons le tuyau de la plume à environ 2 cm de la pointe. Nous rassemblons les fibres en touffes dans la main gauche et nous les mesurons sur l'hameçon. Comme nous l'avons dit précédemment, elles doivent avoir la même longueur que la hampe. Nous les fixons avec quelques spires bien serrées de fil de montage. Puis, en ramenant toutes les fibres en arrière et en passant le fil de montage devant elles, nous formons avec des spires successives et superposées une espèce de petite surélévation qui permettra aux fibres de se dresser dans la position caractéristique. Nous coupons l'excédent.
Puis nous séparons la touffe en deux parties à l'aide d'une épingle si nécessaire ou à la main. Et avec quelques spires croisées, nous gardons les deux touffes bien séparées. Encore quelques tours derrière les ailes, et voici le résultat. Pour construire cette mouche, il faudra porter le fil vers l'arrière et revenir près des ailes après avoir appliqué un peu de polypropylène pour former le corps. On terminera la mouche avec des hackles suffisamment grands, l'un de coq rouge et l'autre de grizzly. Il faudra les bloquer avec des tuyaux de plume entre les deux touffes et quelques tours de fil, aussi bien devant que derrière les ailes. Nous éliminons l'excédent et nous enroulons les hackles l'un après l'autre. La mouche peut être stoppée. Nous faisons le nœud avec le finisseur à ressort. 1, 2, 3 tours. Puis, à l'aide d'un petit tube de plastique que nous avons enfilé auparavant sur la tige du porte-bobine, nous repoussons vers l'arrière tout le matériau, de façon à libérer la partie de la mouche qui est à proximité de l'œillet, où, toujours à l'aide du whip finish, nous façonnerons la tête qui devra être bien marquée. Nous coupons le fil, nous retirons le petit tube de plastique et la mouche est terminée. C'est la March Brown américaine, l'une des meilleures et des plus connues des mouches classiques. Les ailes de la thorax, une autre mouche américaine très connue, sont faites avec les fibres de deux plumes opposées provenant des ailes d'une oie grise. À l'origine, en réalité, le matériau utilisé était constitué de fibres de plumes de dindon. Nous retirons deux sections de plumes en nous aidant, pour les extraire, de l'épingle de montage. Une fois obtenu le segment de la largeur désirée, nous écartons les fibres à l'avant et à l'arrière de ce segment que nous avons choisi et nous le coupons à proximité du tuyau. Puis nous répétons la même opération avec l'autre plume, faisant en sorte, au moment où l'on coupe, que les fibres gardent bien cette cohésion naturelle qui est due aux nombreuses et minuscules barbules qui les recouvrent. Les ailes en segments de plumes, dont sont fournies beaucoup de mouches classiques, imitent plutôt bien la nature, même si elles présentent parfois le désavantage de s'effilocher après la première capture. Personnellement, je les adopte uniquement pour ce modèle. Les deux sections obtenues sont disposées en opposition, le côté concave vers l'extérieur. Elles prendront tout de suite l'aspect caractéristique de deux petites ailes. Nous les positionnons sur l'hameçon en tenant bien compte du fait que pour cette mouche, au contraire des autres, les ailes doivent être montées exactement au centre de la hampe de l'hameçon. En les tenant fermement entre les doigts de la main gauche, nous les fixerons tournés vers l'avant avec quelques spires bien serrées de fil de montage. Un ou deux tours supplémentaires pour consolider le tout,
et nous pourrons couper l'excédent. Comme dans les autres cas, nous effectuerons quelques tours de fil devant les ailes pour qu'elles restent parfaitement droites. On complétera la mouche par des queues en V, séparées par une petite boule de polypropylène qui en constituera également le corps, avec un seul hackle enroulé derrière et devant les ailes, et terminé là encore avec du propi sur la partie antérieure. Nous la bloquerons à l'aide du finisseur de nœuds et une fois le fil coupé, la mouche peut être considérée comme terminée. Encore une petite astuce. Avec la pointe des ciseaux, on coupe toutes les fibres du hackle sous la hampe de l'hameçon. Cela servira à augmenter la superficie d'appui et la stabilité de la mouche sur l'eau. Encore une mouche classique d'origine anglaise, celle-là. La Lance Particular. Le corps est constitué de quilles de coque rouge. Les ailes, par contre, sont faites avec la pointe de 2 plumes de coque de couleur gris sombre ou gris bleuâtre. Done, comme disent les Anglais. Une fois obtenues les 2 pointes de hackles, nous les mesurons, les nettoyons et en éliminons la partie superflue. Les ailes en pointe de hackles de coque ont la particularité d'être rigides en même temps qu'élastiques. Elles ne causent donc pas de problème de lancer, ni ne provoquent ce fastidieux effet d'hélice dû aux matériaux trop rigides qui engendrent le tortillement en phase finale. En outre, comme les fibres de la collerette, elles n'absorbent pas beaucoup d'eau et de toute manière, elles sèchent parfaitement avec quelques faux lancers. Une fois fixées par quelques tours de fil, on coupe le matériau en excédent. On place les ailes en position droite. Puis on les ouvre en V au moyen de quelques spires croisées de fils de montage. Il est important qu'à la fin du montage, les ailes soient bien droites, parfaitement face à face et bien séparées. Une fois la mouche terminée, elles dépasseront en longueur les fibres de la collerette, pourtant très riches puisque constituées de 2 hackles de coque rouge. Voici une imitation de Caenis, corps en fil de montage blanc, queue ouverte en V, aile en matériau artificiel. Attention, cette mouche est construite d'habitude sur des hameçons très petits, 18-20, mais celle-ci, pour des raisons de compréhensibilité, a été réalisée sur un hameçon légèrement plus grand. Nous parlions des ailes qui, dans ce cas, sont montées spent, c'est-à-dire qu'elles représentent le dernier stade d'un éphémère, la mouche désormais morte qui flotte sur l'eau. Elles seront fixées, ainsi ouvertes en croix, au moyen de quelques spires croisées de fils de montage. Les ailes de spent peuvent être réalisées avec les matériaux les plus divers. Profilées, en pointe de hackles, en touffes de plumes ou avec des matériaux synthétiques, comme dans ce cas. Une fois les ailes fixées, nous continuerons avec la construction du thorax de la mouche qui, sur ce modèle, est de couleur marron ou gris sombre. Nous utiliserons encore une petite touffe de polypropylène que nous appliquerons sur le fil de montage. Et nous continuerons l'enroulement en croix jusqu'à former une petite boule. Le spent est un stade de l'insecte que le pêcheur à la mouche néglige souvent de prendre en considération. Alors qu'en fait, au petit matin, quand on aperçoit les truites gober délicatement, comme si elles déposaient des baisers sur la surface de l'eau, il y a de fortes chances pour qu'elles soient en train de se régaler d'imagos morts, qu'elles saisissent sans aucune hâte, conscientes du fait que ces proies ne peuvent pas leur échapper.
Ayez donc toujours dans votre boîte d'artificiel une bonne reproduction de ce stade de l'éphémère, et en particulier de ce modèle-ci. Mais souvenez-vous qu'il s'agit d'imitations sur de petits hameçons. Vous verrez que cette petite Caenis vous offrira de belles captures. Le cul de canard ou croupion de canard est une dénomination imagée qui dit bien ce qu'elle veut dire. Il s'agit des plumes situées près de la glande uropygienne des canards ou des oies. Nous nous en servirons pour façonner les ailes d'une petite mouche, l'iris, fruit de l'intelligence d'un fabricant italien connu, Piero Lumini. Prenons donc solidement entre les doigts la plume que nous monterons tout contre le début du corps, du côté de la pointe, en faisant en sorte que le fil en retienne toutes les fibres. Nous couperons les petites parties en excédent et nous renverserons la plume vers l'avant, tout en mesurant la longueur sur le corps de la mouche. Puis nous la fixerons par quelques spires jointives bien serrées. Encore un coup de ciseau. Puis nous soulèverons la plume derrière laquelle nous ferons quelques spires pour la maintenir bien droite. Il suffira pour terminer la mouche d'un seul hackle qu'on enroulera de quelques tours aussi bien derrière que devant les ailes. Le croupion de canard monté de cette façon offre à mon avis tous les avantages qui lui sont propres. Il est relativement hydrofuge. Étant constitué d'une infinité de barbules, il retient les petites bulles d'air qui permettent à la mouche de flotter. Il est très souple et ne donne donc pas de problème de lancer. Et enfin, l'ondoiement de toutes ces barbes au moindre mouvement infuse à notre petite création un semblant de vie qui attire les truites, plus que ne le ferait une silhouette parfaite. Ces mouches sont parmi mes préférées. Elles se posent toujours correctement sur l'eau, ne coulent jamais et se fabriquent très rapidement. La mouche est presque terminée. Nous bloquons le hackle. Nous coupons la partie en excédent, puis, pour la stopper plus aisément, nous utilisons notre petit tube de plastique placé sur le porte-bobine pour découvrir la partie proche de l'œillet. Enfin, à l'aide du finisseur de nœuds à ressort, nous faisons 2 nœuds qui achèveront notre imitation. On a beaucoup dit et beaucoup écrit sur le cul de canard. Il est certain que dans le monde de la construction des mouches, il constitue une pièce maîtresse. Sans doute l'une des plus utilisées et qui ne peut être remplacée par aucune de ces fibres artificielles introduites jusque-là dans le commerce. Maintenant, nous appliquons un peu de colle sur la tête de la mouche. Nous enlevons le petit tube, quelques retouches encore, et la mouche est prête. L'utilisation de ces mouches est très variée. Parfaitement sèches, elles sont utilisées comme den, c'est-à-dire comme subimago. Mais en coupant une partie des hackles et la pointe de l'aile de croupion de canard, elles adoptent sur l'eau l'assiette semi-submergée des émergentes. C'est dans l'imitation de l'émergente que le croupion de canard met le plus en valeur ses caractéristiques. Reprenons le petit corps constitué de fils de montage et cerclé de jaune. Et ajoutons 4 fibres prises sur une plume de queue de faisan. Nous les positionnerons, la pointe tournée vers l'arrière, en les fixant au début du corps de la mouche.
Après les avoir fixés par quelques spires jointives, nous en sectionnerons la base. Nous prendrons ensuite une plume de croupion de canard en la choisissant parmi les plus fournies et les plus riches de ces longues barbes qui se trouvent à la base de toutes les plumes de bonne qualité. Nous commencerons à les arracher pour obtenir une petite touffe formée, autant que possible, de barbules de la même longueur. Nous la positionnerons sur l'hameçon, à l'endroit où nous étions restés avec le fil de montage. Si nous avons bien choisi les fibres, nous pourrons les bloquer à la moitié de leur longueur, puis nous en rabattrons une partie vers l'arrière, doublant ainsi le volume de la touffe. Après quoi, nous utiliserons les ciseaux pour éliminer tous les résidus qui sont restés attachés à la base des fibres lorsque nous les avons arrachés de la tige. Cette touffe représentera les ailes de la mouche. Ensuite, après avoir soigneusement ciré le fil, nous façonnerons le thorax de notre imitation avec du poil d'écureuil teint en noir. Il s'agit là d'un matériau tout à fait intéressant pour la construction. Il est fait de fibres très fines, plus ou moins souples et longues. On le trouve déjà parfaitement mélangé avec une bonne quantité de duvet, ce qui le rend à la fois souple et hirsute, et très facile à appliquer sur le fil de montage. Nous commencerons l'enroulement derrière la touffe de cul de canard, puis nous passerons devant la touffe où nous finirons de l'enrouler jusqu'à arrêter le fil à proximité de l'œillet de l'hameçon. Rabattons maintenant les 4 fibres de faisan vers la tête de la mouche en les bloquant 2 par 2 sur les côtés de la touffe. Le faisan représente dans ce cas les poches à l'air de la nymphe qui est en train de sortir de l'exuvie et qui a déjà libéré ses ailes. La touffe de croupion de canard, précisément. Et c'est uniquement ce dernier, quand la mouche est dans l'eau, qui pointe à la surface, grâce à ses caractéristiques de grande flottabilité, alors que le corps de la mouche reste légèrement immergé, comme s'il était suspendu à la pellicule superficielle. Exactement comme une petite nymphe en phase d'éclosion. Il ne restera plus alors qu'à terminer la mouche avec 1 ou 2 nœuds et à consolider si possible la ligature des fibres de faisan en ramenant le fil vers l'arrière à chaque tour de whip finish. Encore un nœud. Les dernières retouches, et la mouche est terminée. Encore une petite émergente et encore du poil d'écureuil, teinte olive cette fois. Après avoir façonné le corps, nous faisons les rayures en tinsel doré. La mouche est construite sur un hameçon de type grab, c'est-à-dire courbe. Cela pour accentuer la ressemblance avec une nymphe en phase d'éclosion, en suspension sous la superficie de l'eau. Les ailes à peine ébauchées de l'émergente seront reproduites par une plume de croupion de canard qui garantira la tenue de la mouche sur l'eau. Nous la monterons à plat, selon la méthode Iris, en la bloquant solidement à la pointe. Nous coupons l'excédent, après quoi nous construirons le thorax, toujours avec du poil d'écureuil de couleur verte, mais d'une nuance plus foncée.
Nous rabattrons la plume vers l'avant et nous la bloquerons à proximité de l'œillet de l'hameçon. La longueur de ces ailes qui ne sont pas encore totalement dépliées doit être inférieure à la longueur du corps. Coupons la partie en excédent et voici comment se présente la mouche terminée. Ce type de montage est le fruit de la génialité du constructeur français Aimé Devaux. Devaux a mis au point un système où, contrairement à la méthode classique, la construction commence par la tête et non par la queue, ce qui permet de projeter les fibres des hackles en avant pour obtenir une assiette plus stable de flottabilité de la mouche, surtout en eau agitée. Après avoir formé avec le fil de montage une petite boule près de l'œillet, comme imitation de la tête de la mouche, nous appliquons 2 hackles de coque rouge, rabattus cette fois vers l'avant, étant donné que l'enroulement de ces hackles s'effectuera vers le centre de la hampe de l'hameçon. Contrairement à l'habitude, il faudra les choisir avec des fibres nettement plus longues que l'ouverture de l'hameçon. Il est important que chacune des plumes ait le côté naturellement concave tourné vers l'œillet de l'hameçon, pour favoriser au mieux la conformation conique caractéristique que les fibres adopteront une fois la mouche terminée. Les modèles de Devaux sont tous numérotés. Celui-ci est le 699. Après avoir enroulé le premier hackle, nous le fixerons par quelques spires jointives de fil de montage. Nous éliminerons la partie en excédent et nous répéterons l'opération avec l'autre hackle. Dans le montage que vous voyez là, personnellement, j'utilise 2 porte-bobines. Un pour le fil noir, l'autre pour le polytest, qui constituera le corps de la mouche. On peut considérer cela comme une variante. En tout cas, le résultat est le même. Pour poursuivre la construction, il va falloir maintenant essayer de débarrasser la partie encore libre de la hampe de l'hameçon des fibres de coque. Pour ce faire, nous utiliserons le petit tube de plastique que nous avons déjà utilisé, mais cette fois sans le porte-bobine. Et après l'avoir poussé jusque sur la courbure de l'hameçon, en nous servant aussi de l'épingle, nous ramènerons les fibres sur la partie antérieure. Ensuite, nous tirons vers l'arrière le tube jusqu'à ce qu'il contienne tous les hackles. On complète la collerette de cette mouche par une plume de perdrix. Il faudra la débarrasser du duvet à la base, après l'avoir choisi de la même manière que les hackles, en considérant que la longueur des barbes doit être nettement supérieure à l'ouverture de l'hameçon. Nous le fixerons de côté très solidement. La partie concave tournée bien entendu vers nous. Cela favorisera durant l'enroulement la position en cône de cette plume. Il suffira de faire 2 ou 3 tours, du reste la plume ne permet pas d'en faire davantage. Attention, les plumes de perdrix sont fragiles, elles risquent donc de se casser. Au début, il se peut qu'on soit obligé de refaire le travail, pour cette raison précisément. Il ne faut donc pas la tirer trop fort pendant l'enroulement. Le poids de la pincette suffit presque à entraîner la plume. Pour monter les queues de la mouche, il faudra cette fois aussi pousser vers l'avant les fibres de la perdrix, en se servant du petit tube habituel. Il existe de très nombreux modèles de la mouche de Devaux, tous construits selon cette méthode. Ils couvrent toute la gamme des imitations flottantes. Mais ils donnent une image impressionniste, si j'ose dire, de la gent des insectes qui peuplent les cours d'eau. La 699 se réfère, selon l'auteur, à la famille des diptères. Les fibres de la queue de la Devaux doivent être choisies dans ce cas sur une plume de cou de coque roux, parmi les plus longues et les plus rigides.
Il faut les bloquer en touffe avec le fil de montage et elles doivent être plus longues que le corps de la mouche. Nous utiliserons pour terminer un second porte-bobine. On obtiendra le corps de la 699 en enroulant du polytest, un fil artificiel constitué de très fines fibres parallèles et qui a la propriété de s'élargir, couvrant d'une seule spire une grande surface. Avec cet enroulement, nous bloquerons le fil principal. Nous passerons sous les queues et nous continuerons en revenant vers le thorax. Puis, au moyen de spires superposées, nous essaierons de donner la plus grande conicité possible au corps, en recouvrant en même temps une partie des fibres de perdrix et de coque. Ensuite, à l'aide du fil noir et dans le sens contraire à l'enroulement principal, nous formerons les rayures en spires espacées. On se rend compte, dans le blocage final de cette mouche, de la polyvalence du finisseur de nœud à ressort, qui permet, par sa conformation et sa mécanique d'utilisation, de faire un nœud très solide en tout point de l'hameçon, en dépit de toutes les gênes. Une fois la mouche terminée, il suffira d'extraire du tube toutes les fibres qu'il contient, pour voir apparaître la silhouette caractéristique des mouches de Deveau. En l'occurrence, l'une des plus prenantes et des plus fameuses mouches de torrent, la 699. Parachute. La différence avec d'autres types de montage réside dans la disposition du hackle. Il faut en effet le monter non pas de côté sur le corps, mais à plat, en prenant bien soin de le fixer solidement derrière et devant les ailes, qui dans ce cas particulier sont constituées d'une plume de croupion de canard. Il est important que les ailes, quelle que soit la façon dont elles sont construites, possèdent un élément rigide, en l'occurrence le tuyau de plume. Nous sectionnons le surplus et nous commençons l'enroulement, non pas autour de la hampe de l'hameçon, mais autour des ailes. Il est fondamental que chaque tour de hackle passe sous le précédent. Pour y parvenir, il suffit, à chaque demi-tour, de retenir les ailes de notre main libre. Les fibres étant disposées comme elles le sont, 2 ou 3 tours suffiront. Puis, nous bloquerons la plume à proximité de l'œillet de l'hameçon. Nous couperons la partie en excédent et nous passerons à la phase terminale de la construction, en nous servant, pour mieux travailler, du petit tube de plastique. Ensuite, nous ferons 2 ou 3 nœuds en essayant de porter le dernier enroulement de fil le plus en arrière possible, pour donner davantage de robustesse à la structure et pour éviter que le hackle ne se défasse. On libère les fibres du tube de plastique et la mouche est terminée. Vous remarquerez cette disposition radiée des fibres, disposition qui confère à cette mouche une exceptionnelle flottabilité à la surface de l'eau. Une autre mouche américaine de type innovateur. Son nom est tout à fait clair. No hackles, sans hackles. Les ailes de cette mouche sont en fibre de plume et sont montées non pas sur le corps,
mais sur les côtés de celui-ci. Après en avoir pris la mesure en les tenant entre les doigts de la main gauche, nous en mettrons une de chaque côté du corps, à proximité de la tête, et nous les fixerons avec quelques spires bien serrées. L'innovation réside dans le fait que la flottabilité des mouches n'est pas due, dans ce cas, aux hackles. Elle est assurée par la queue, le corps et une partie des ailes. Il est certain que l'absence de hackles dans l'imitation des subimagos rend ces dernières beaucoup plus ressemblantes à l'insecte vivant. Pour le corps de ces mouches, il est préférable d'utiliser des poils d'animaux ou du polypropylène. Personnellement, j'utilise ces mouches assez rarement et uniquement en eau pas très agitée. Je les construis en principe avec du poly, voire avec du kapok, pour en améliorer la flottabilité. Parfois, je termine la mouche après être arrivé à ce point-là. D'autres fois, comme dans ce cas-ci, je préfère la parachever avec un enroulement très abondant de polypropylène à proximité de la tête, pour améliorer la flottabilité de ces imitations. Voici, nous enroulons notre poly. L'emploi de no hackles n'est pas répandu dans tous les pays, et pourtant, je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'une excellente mouche d'éclosion. Quittons la famille des éphémères et occupons-nous maintenant de l'imitation du trichoptère, ou sedge, comme l'appellent les Anglais. Nous commencerons par choisir une grande plume de coq, puis tout en la tenant de la main droite, nous l'ouvrirons en effectuant un passage à contrepoil. Ensuite, nous couperons toutes les fibres de façon irrégulière. Nous obtiendrons alors ce que nous appelons en jargon un grattoir. Une fois tout cela terminé, nous la fixons par la pointe sur la partie courbe de l'hameçon, à l'aide de fils de montage abondamment recouverts de dabbing. Nous coupons l'excédent et nous commençons à construire le corps de la mouche en enroulant le polypropylène presque jusqu'à l'œillet de l'hameçon. Le corps des trichoptères est plus volumineux que celui des éphémères. Avec le racloir de coq, nous effectuons les rayures avec de larges spires, en faisant bien attention que la plume soit bien mise sur le côté. Les fibres de cette plume, rigides et courtes, représentent les petites pattes de l'insecte qui, dans la nature, n'en possèdent évidemment pas autant. La technique du grattoir est toujours très employée dans les imitations de trichoptères. On y a recours aussi bien dans les modèles classiques que dans les modèles modernes. Une fois terminé l'enroulement, on fixe solidement le grattoir avec le fil de montage pour éviter qu'il ne se défasse. Nous coupons la partie en excédent, puis nous éliminons avec les ciseaux toutes les fibres qui se trouvent sur la partie supérieure de la mouche. On peut confectionner les ailes de sedge de plusieurs façons. Commençons par examiner la méthode la plus classique, en utilisant la section de deux plumes opposées d'ailes de faisan. Il est vrai que les segments de plumes sont tout à fait imitatifs, mais ils sont délicats et ont tendance à s'effilocher. Il faut donc les renforcer avec une bonne dose de colle,
la même que nous utilisons pour bloquer la tête de la mouche. Il faut répartir la colle sur une superficie supérieure à celle dont nous aurons effectivement besoin. Une fois achevée l'opération sur la plume, nous répéterons le processus sur l'autre plume. Nous collerons les fibres plus ou moins à la même hauteur, de façon à obtenir deux segments, aussi semblables que possible par leur consistance et leur longueur. Lorsque la colle aura séché, nous extrairons deux sections de même longueur, que nous prendrons à plat et en opposition, tout en superposant les parties les plus extérieures. Il est préférable de les mettre sur l'hameçon, non pas sur la partie supérieure du corps, mais tournés vers nous. Cela parce que les spires successives de fil auront tendance à les faire rouler sur le corps de la mouche. Les premières spires de l'enroulement ne devront pas être trop serrées, de manière qu'on puisse par la suite positionner correctement les ailes sur le corps de la mouche, comme pour former une espèce de petite cabane. Puis nous achèverons la fixation par quelques spires bien serrées. Il est important que les ailes ne soient pas trop ouvertes et qu'elles n'enveloppent pas non plus tout le corps. Cette imitation reproduit certainement un insecte immobile, circonstance qu'en fait on observe rarement sur la surface de l'eau. Et pourtant, cette mouche est extrêmement prenante. Tout au plus, c'est le pêcheur qui essaiera de lui donner un semblant de vie, en la faisant patiner sur la surface de l'eau, comme pour imiter les mouvements frénétiques de l'insecte. Nous compléterons notre sedge avec une collerette fournie, faite de 2 hackles dont les fibres devront être plus longues que l'ouverture de l'hameçon. Nous les monterons tournés vers l'arrière, nous couperons l'excédent, puis, à l'aide des pincettes, nous les enroulerons jusqu'à la tête, l'une après l'autre. Et voici comment se présentera notre sedge une fois terminé. Il y a une autre façon de construire les ailes de sedge, c'est d'utiliser non pas une section de 2 plumes, mais 2 plumes entières. Dans ce cas, nous les prélèverons sur une aile de bécasse. Nous les choisirons parmi les plus droites et, autant que possible, identiques l'une à l'autre. Leurs dimensions devront être en rapport avec la taille de notre artificiel. Après les avoir débarrassées du duvet qui recouvre la base, nous commencerons à les coller une par une. C'est une opération nécessaire, d'une part parce qu'elle renforce les plumes, d'autre part parce que celles-ci sont de forme large et arrondie, alors qu'elles devront prendre une forme allongée et compacte. Après avoir enduit toute la plume d'une abondante couche de colle, nous commencerons à l'étirer avec les doigts dans le sens de l'inclinaison des fibres qui la composent, en d'autres mots, de la base vers la pointe. Nous sentirons la colle prendre petit à petit et la plume devenir plus rigide et se transformer en une petite palette allongée. Après avoir effectué la même opération avec l'autre plume, nous les positionnerons l'une après l'autre sur l'hameçon. Nous en fixerons une d'un côté de la mouche, en veillant bien à ce qu'elle soit légèrement inclinée vers le centre du corps. Nous fixerons la seconde de la même façon, mais de l'autre côté de l'hameçon. Nous effectuerons ensuite quelques spires pas trop serrées qui nous permettront de faire prendre aux 2 ailes la position désirée. Puis nous renforcerons le tout avec une série de spires très serrées cette fois.
Nous éliminerons l'excédent du tuyau avec nos petits ciseaux et ensuite nous dimensionnerons les ailes de la mouche et nous leur donnerons leur forme définitive. Souvenez-vous que les ailes de trichoptère en position de repos dépassent d'environ 1/3 la longueur du corps. Nous prenons la mesure et nous coupons. Lorsque nous aurons obtenu les dimensions désirées, nous arrondirons les angles avec quelques petits coups de ciseaux bien distribués, de façon à reproduire aussi fidèlement que possible la forme des ailes de l'insecte. Deux hackles de coq compléteront notre ouvrage. Ce sont les sedges que je préfère. Ils ont des ailes résistantes et suffisamment flexibles et peuvent être construits avec les plumages les plus divers et de toutes sortes de couleurs. Cette brève rencontre se termine ici, tandis que notre ami Pierrot est encore occupé à récupérer sa énième truite. Nous n'avons pris en considération qu'un aspect de la construction des mouches artificielles. Il manque tout un monde, les nymphes, les noyés, les streamers, les poppers, les mouches à saumon, les mouches de mer. Mais une fois que l'on possède ces notions de base, on est en mesure d'affronter n'importe quel problème de montage. Bon travail donc et bon amusement. Dès qu'on voit que notre leurre fonctionne, on vit le moment le plus exaltant qui soit, plus encore que celui de la prise elle-même. Voir une truite gober l'artificielle que le pêcheur a construite gratifie celui-ci plus que n'importe quoi, surtout lorsqu'il se remémore les heures passées à étudier puis à réaliser l'artificiel, adapté pour la circonstance. Rien d'étonnant donc qu'une fois la truite capturée, on la remette en liberté. Dans ce geste, peut-être y a-t-il tout l'amour possible à l'endroit d'une nature de plus en plus maltraitée et que nous voulons dominer par tous les moyens. Sachons manifester notre reconnaissance là où les instances écologiques n'interviennent plus envers un animal qui souvent nous offre émotion et joie. Apprenons à gagner. Nous l'avons dupé en l'extirpant de son élément. Nous l'avons en notre pouvoir. Alors pourquoi le punir davantage? Pourquoi le tuer?